Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, attaque meurtrière de Kumba, Human Rights Watch exige indépendance, efficacité et impartialité dans l'enquête sur ce crime. L'ONG américaine demande aux autorités camerounaises de cesser toute accusation infondée et autres spéculations sur les prétendus auteurs de cette attaque. À l'étranger, Alassane Dramane Ouattara, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 94% de suffrages, le candidat du RHDP a fait une véritable razzia selon les chiffres de la commission électorale indépendante. Dans le même temps, l'opposition ivoirienne prépare un gouvernement civil de transition qui sera dirigé par l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Le cœur de l'actualité nationale et internationale, c'est dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Sur le plan national, des jeunes oisifs de plus en plus attirés par le vol de motos. 3 d'entre eux, âgés entre 25 et 33 ans, viennent d'être mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie de Douala-Bonaberi. D'autres précisions dans ce reportage de Robert Mokobé, Flavien Valondongo. Des jeunes gens, 4 au total, présentés à la presse par des éléments de la compagnie de gendarmerie de Bonaberi. Ces derniers étaient devenus des spécialistes en vol de moto. Leur dernier faux fait s'est déroulé devant les services de la compagnie de gendarmerie. Quand quelqu'un a déposé, on n'a pas fermé, on a porté, on n'a pas agressé quelqu'un, on n'a pas violenté quelqu'un. C'est vrai que ce qu'on a fait n'est pas bien, mais on n'a pas volé dans la compagnie, on a volé à l'extérieur de la compagnie. Auprès de nous, je suis déjà complice parce que j'ai donné les renseignements, mais je ne suis pas un voleur. Il n'y avait pas de contrôle. On venait voir quelqu'un, puis on a vu ça dehors. Il a démarré la moto de la personne en question, il est parti avec. C'est comme ça que la vidéo nous a pris. Voilà comment on a fait les recherches, on nous a arrêtés. Âgés entre 25 et 33 ans, ces présumés voleurs, qui ne sont pas à leur première expérience, selon des éléments de gendarmerie, ont été repérés dans leur opération grâce aux caméras de surveillance. Ils ont opéré plusieurs fois, il s'agit en date du 7 octobre, du 12 et du 17. Grâce donc aux caméras de surveillance installées ici à la compagnie de Bonaberi par un ami de la gendarmerie, nous avons pu en temps réel voir le déroulé de leur action. C'est ainsi que nous avons pu identifier ces malfrats. Le renseignement qui a conduit à l'interpellation de ces sans-foi ni loi révèle par ailleurs qu'ils quittaient leur base située dans le 2e arrondissement de la ville de Douala pour opérer dans d'autres quartiers. Nous avons de ce fait lancé des investigations à travers nos agents de renseignement. On a eu le renseignement effectif de ce que ces gens sont situés beaucoup plus dans la circonscription de Douala 2. Ainsi, nous avons pu passer à l'action. Parmi les personnes interpellées, il y a un receleur qui, selon lui, à cause de son ignorance, se retrouve dans les filets des éléments de la compagnie de gendarmerie de Bonaberi. La moto que j'ai eu à receler, on m'a arrêté avec. C'est ça qu'on est venu prendre chez moi. Et ils sont passés dans mon garage me proposer. Ils ont un truc à vendre. Moi j'ai payé sans connaître. La patronne des lieux s'est engagée une fois de plus à assurer la sécurité des personnes et des biens de son unité de commandement. Et surtout, de tout faire pour récupérer les effets volés. Et dans le département du Mungo, un gang de malfrats sème la terreur. Les populations de cette localité ont perdu le sommeil dans la nuit d'hier à aujourd'hui sous la menace d'armes à feu. Le pire a été évité de justesse grâce à l'intervention des forces de maintien de l'ordre. On voit tout cela dans ce reportage de Jacqueline Molon, Eric Fopossi. Sur le poteau, un impact de balle. Sur la fenêtre, les séquelles d'un féroce échange de tirs. Nous sommes dans la grande cour de la mairie de Pendja, département du Mungo, récent champ de bataille entre un groupe de braqueurs armés et les éléments du commissariat de la ville. Une foule entoure la dépouille du nommé Junior Gando, unique brigand tombé sur le carreau, les autres étant en fuite. On a eu la nouvelle très tôt le matin, petit matin, qu'il y a eu cambriolage au niveau du lycée bilingue de Pendja. Quand ils ont fini, ils se sont dirigés vers la mairie
de Penja. Le gardien déclare que dans la précipité, il a eu à remarquer peut-être 7, il a eu à compter 7 à 8 personnes. Après une nuit de terreur, l'heure est au décompte des objets volés. Le proviseur du lycée bilingue de Penja est sous le choc. Ils sont entrés dans le bureau, ils ont cassé la porte d'entrée. Ils ont également cassé l'entrée de mon bureau. Et ils ont mis ce bureau sans dessus-dessous. Et à première vue, ce que je constate, c'est qu'ils ont pris mon téléviseur. Ils ont apporté un laptop qui, grâce à Dieu, a été retrouvé dans les herbes quelque part. Confrontés depuis peu à une insécurité croissante, les populations de Penja espèrent la neutralisation de tous les braqueurs jusqu'au dernier. Il fallait même qu'on les prenne tous. Parce que même ceux-là, ceux qui sont partis, nous ne sommes pas à l'abri. On peut dire cela. Mais nous sommes quand même fiers. Nous sommes un peu assurés parce qu'on a là pris une personne et d'autres ont déjà un peu peur. À Penja, une chasse à l'homme est en cours. La police entend bien retrouver les fauteurs de troubles en cavale. Tuerie de Kumba, le ministre de l'administration territoriale promet de mauvais jours aux auteurs de ce crime odieux. Paul Atangandi l'a fait savoir au cours de sa visite sur le lieu du drame à la Moda Francesca School à Kumba. En guise de recueillement, Paul Atangandi a allumé 7 bougies à la mémoire des 7 écoliers disparus. D'autres précisions dans ce reportage de Derek Diator, Gladys Sidi. Et je vous le disais, nous reviendrons sur cet élément de Gladys Sidier et d'Eric Diator sur la visite du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi à Kumba dans le sud-ouest département de la Mémé. Le ministre de l'administration territoriale promet de mauvais jours aux auteurs de ce crime odieux. Paul Atangandi l'a fait savoir au cours de sa visite et en guise de recueillement, il a allumé 7 bougies en la mémoire des 7 écoliers froidement assassinés à la Moda Francesca School de Kumba. Derek Diator, Gladys Sidi. Le ministre de l'administration territoriale allume des sièges en la mémoire des élèves froidement abattus ici dans leur salle de classe. Les 7 bougies allumées représentent chacune de ces âmes innocentes. 7 bougies allumées pour 7 corps. Et que la puissance de ces flammes, que cette puissance agisse sur ces terroristes. Et d'où qu'ils se retrouvent, qu'ils deviennent à l'instant des aveugles et des impuissants, afin que notre justice puisse les retrouver le plus rapidement possible. Le ministre Paul Atangandi a fait appel à la justice divine pour retrouver les coupables de ce massacre. Vous voyez les âges, 10 ans, 11 ans, 12, 14, 15 ans. Nous sommes venus ici après le deuil national élever les prières des Camerounais. Toutes les communautés, les chrétiens, les musulmans, les animistes, de toutes les façons, les gens ont beaucoup prié pour ces enfants. Et que ceux qui ont tué ces enfants, ils seront comptables devant Dieu et ils seront frappés par la justice divine. Les responsables des attaques du 24 octobre seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement, ici et hors du Cameroun, fait savoir le MINAT, qui dit être convaincu que ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre de cette guerre sont à l'étranger. Non seulement ceux qui ont posé les actes, mais les commanditaires. Parce qu'il nous est revenu qu'il y a des commanditaires qui sont à l'étranger. Et ces commanditaires qui sont à l'étranger, ils seront également frappés par la justice divine. Et je le dis aujourd'hui, devant Dieu et devant les hommes, ceux qui ont tué ces enfants, ainsi que les commanditaires, il y en a qui vont manger leur chair avant de mourir. Ils seront d'abord condamnés par la justice des hommes, ensuite ils seront condamnés par la justice de Dieu.
Le ministre de l'administration territoriale pour sa énième visite dans le sud-ouest après le drame est arrivé à Koumba lundi, jour de ville morte. Les populations, par peur des représailles des groupes armés, sont restées terrées chez elles. Les élèves décédés dans cette tuerie seront inhumés le jeudi 5 novembre prochain. Selon le maire de la ville de Koumba, la levée des corps aura lieu à la morgue de l'hôpital de district de Koumba. Attaque meurtrière de Koumba, l'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement camerounais de faire appel à l'expertise des Nations Unies et l'Union africaine afin de garantir indépendance, efficacité et impartialité dans la conduite de l'enquête criminelle pour déterminer les auteurs et les circonstances ayant entraîné la mort de ces 7 écoliers à la Moda Francesca School. L'économie de ce rapport, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Près d'une semaine après les tueries de Koumba, l'ONG Human Rights Watch exige du gouvernement camerounais une enquête internationale pour faire toute la lumière sur l'attaque qui a arraché brutalement la vie 7 élèves et blessé une dizaine d'autres le 24 octobre dernier à la Moda Francesca International Bilingual Academy. D'entrée de jeu, la directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch déclare pour s'en offusquer que ce massacre est un sinistre rappel du lourd tribut payé par les enfants et des entraves à leur éducation dans les régions anglophones en crise du Cameroun. Condamnant cette attaque mortelle de trop, Ida Sawyer attend des autorités camerounaises une garantie d'indépendance, efficacité et impartialité dans la conduite de l'enquête promise, avec surtout assignation en justice de tous les commanditaires et auteurs de ce crime contre des écoliers. Human Rights Watch redoute cependant la fiabilité des résultats de cette enquête, la scène du crime n'ayant pas été protégée par les forces de sécurité, ce qui, à n'en point douter, ferait disparaître des preuves médico-légales et autres indices déterminants à l'aboutissement d'une investigation criminelle crédible. Human Rights Watch recommande surtout au régime de Yaoundé de recourir à l'appui technique et l'expertise des Nations Unies et l'Union africaine en vue de garantir efficacité à cette enquête. Cette ONG internationale demande vivement aux autorités camerounaises d'éviter toute accusation infondée et autres spéculations sur d'éventuelles complicités dans cette attaque, comme l'a fait le préfet de la Mémé le jour même du drame. Chamberlain Toundon a indexé les populations riveraines d'être de connivence avec les assaillants armés qui ont frappé la Moda Francesca College. Par ailleurs, la directrice adjointe de Human Rights Watch, Ida Sawyer, réitère que le régime de Yaoundé doit faire plus pour permettre aux enfants d'être en toute sécurité à l'école. Punir sévèrement les mains criminelles de Koumba pour ainsi dissuader toute nouvelle attaque et garantir le droit fondamental des enfants à l'éducation. Les Nations Unies relevant qu'au cours de l'année scolaire 2019-2020, 81% d'enfants n'ont pas été scolarisés suite aux attaques récurrentes des établissements scolaires, le kidnapping des élèves et enseignants dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, une politique de boycott de l'éducation imposée par les séparatistes pour faire pression sur le chef de l'État Paul Biya dans la conviction d'obtenir l'indépendance de leur république virtuelle de l'Amazonie. Et comment impliquer davantage les journalistes dans la défense et la promotion des droits humains? Le sujet était au cœur d'une concertation à Yaoundé. Une réflexion qui survient au lendemain des arrestations ou interpellations de certains journalistes lors des marches interdites du mouvement pour la renaissance du Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganson. Les journalistes ont un rôle important à jouer dans la promotion et la protection des droits humains. Sauf que cela ne se passe pas toujours sans la violation de leurs propres droits, comme on a pu le constater lors des marches interdites du MRC du 22 septembre 2020. Vous retrouvez entre les mailles des hommes en tenue être pratiquement enlevés, séquestrés pendant près de 48 heures. Alors que vous n'étiez que sur le terrain professionnel. On n'a pas forcément besoin d'être ennemi sur le terrain, on n'a pas besoin de se tirailler sur le terrain, parce que si chacun respecte les canons de son métier, les forces de maintien de l'ordre dans leur canevas à eux, les journalistes dans le leur, il est fort probable qu'on concourt vers les mêmes objectifs. Des exemples sont légion, qui montrent tout le mal que se donnent les acteurs des médias pour traiter les informations axées sur les droits humains. Il y a un problème qui limite effectivement le traitement de ces informations dans les médias. C'est que
il y a une sorte de méfiance entre les journalistes, les autorités administratives, les autorités judiciaires, la police, la gendarmerie, ce qui fait que le journaliste a difficilement accès aux informations capitales sur les droits humains. Voilà qui donne sens à cette concertation multi-acteurs qui constitue une des activités phares du projet baptisé Presse libre pour promouvoir les droits humains. Projet financé par l'Union européenne et porté par JAD, journaliste en Afrique pour le développement et ses partenaires, tels que l'Association des juristes pour les droits humains et Karaté sans frontières. Notre projet vise effectivement à contribuer à remplir cette obligation que le Cameroun a prise devant ses partenaires internationaux en renforçant les journalistes sur les différents instruments, non seulement les journalistes, mais également les avocats qui sont appelés à assister les journalistes devant les tribunaux afin que tout ce monde-là soit mieux outillé pour défendre les droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme voit d'un bon œil cette synergie d'action qui se met en place dans la perspective d'une meilleure promotion des droits humains dans les médias. Nous soutenons l'action des organisations de la société civile qui travaillent pour la protection des droits de l'homme dans le respect de l'éthique et de l'intégrité des défenseurs des droits de l'homme. JAD imagine un scénario où les acteurs de la chaîne judiciaire, les forces de sécurité en particulier et les journalistes travaillent en synergie pour s'assurer du respect des droits de l'homme dans toutes les procédures engagées contre les justiciables. Cela est bien possible au lieu que les deux parties se regardent en chien de faïence, comme c'est très souvent le cas. Processus de décentralisation en marche au Cameroun, les jeunes dénoncent le manque de volonté du gouvernement à les impliquer dans des projets de gouvernance réunis au sein d'une plateforme. Tous appellent la jeunesse à une prise de conscience de son rôle à jouer dans la décentralisation. François Dikoumé, Sylvestre Zangao. Donc, dans plusieurs communes au Cameroun, des jeunes ont décidé de se réunir au sein d'une plateforme pour assurer le contrôle des projets financés par les budgets communaux. Mais au-delà, il est question de mobiliser les jeunes autour des questions sociales, économiques, démocratiques et citoyennes. Cependant, les difficultés auxquelles ils font face amènent souvent ces jeunes Camerounais à marquer leur désintérêt pour cette mobilisation. C'est un ensemble de problèmes en fait. Il n'y a pas un truc qui fait que les jeunes ne participent pas, c'est un ensemble de problèmes. Il y a les conditions financières. Déjà, notre enquête, l'une des premières raisons pour lesquelles les jeunes disaient qu'ils ne s'engagent pas, c'est qu'ils sont trop occupés à chercher de quoi survivre et qu'ils n'ont pas toujours le temps pour venir participer aux activités. Mais il faut aussi reconnaître qu'on n'a pas un gouvernement qui est particulièrement porté vers l'implication de la jeunesse. Et ça, c'est vraiment sur des faits. Si on regarde la moyenne d'âge de notre gouvernement, il y a très peu de personnes qui sont de l'âge de la définition même du gouvernement de la jeunesse qui est entre 15 et 35 ans. Et là, je suis vraiment en train de parler d'un haut niveau de représentativité. On peut regarder tous nos ministres, on verra qu'il n'y en a pas un seul qui a moins de 35, je dirais même 40 ans. Donc ça, c'est aussi un obstacle, ne pas avoir un gouvernement qui, dans la prise de décision, implique des jeunes. Elle a donc du pain sur la planche, la plateforme indépendante des jeunes pour la démocratie et la citoyenneté active. Dans ce cocktail de difficultés, il faut trouver des éléments de motivation et elle s'y attelle comme elle peut. Nous avons le livre blanc, qui sont des propositions que nous faisons aux élus, et nous avons une campagne contre les préjugés que les jeunes ont envers la politique, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés, c'est une des causes. Les jeunes se disent non, la politique c'est pas pour les jeunes. D'ailleurs, on a l'habitude de dire l'école, les écoliers et la politique aux politiciens, ce qui n'est pas complètement vrai, parce que tout se passe, même les lois sur l'éducation sont politiques. Donc il vaut mieux qu'un élève sache ce que l'État prévoit de faire avec l'éducation que complètement de se couper de ce milieu-là. Et donc les obstacles aujourd'hui, par exemple pour ce projet, c'est l'accès à l'information. Est-ce que quand le conseil communal se tient, les jeunes sont au courant qu'il y aura le conseil communal et que même il est ouvert? Combien de jeunes savent que ils peuvent avoir accès au budget d'après la nouvelle loi, simplement en allant demander. Parce que la loi précise que sur les conditions d'accès, c'est-à-dire que si on vous dit que vous devez imprimer le document, c'est de votre poche que vous le faites, mais que la mairie doit pouvoir vous donner le document. Dans la mouvance de l'accélération souhaitée du processus de décentralisation, de jeunes Camerounais comptent donc faire entendre leur voix.
Avez-vous déjà acheté des œufs ces dernières semaines? Depuis près d'un mois, le prix de ces produits de l'élevage a grimpé de façon vertigineuse sur le marché. Pour les acteurs de ce secteur, la fermeture des frontières due à la pandémie du coronavirus est à l'origine de cette situation qui pourrait s'aggraver à la fin d'année. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan, Georges Mitterrand-Dam. C'est avec surprise que Dame Christelle Yaron revient de ce dépôt d'œufs au marché double balle à Bépanda. L'alvéole des moyens qu'elle a souvent acheté à 1800 francs CFA lui revient ce matin à 2200 francs CFA, soit une augmentation de 400 francs CFA. Là, on ne sait même pas comment on va expliquer à monsieur que voilà, le prix a augmenté par rapport à comment on achetait avant. Par endroit, le même alvéole se vend à 2300 francs CFA. Une fluctuation selon le fournisseur de chaque détaillant. Le cas de ce vendeur au marché Nuit des Dos. Voilà, par exemple, si moi je prends au dépôt à 2200 francs, il faut que je monte 100 francs pour pouvoir au moins avoir de quoi avoir un petit rendement, quoi. Une augmentation variable entre 300 et 400 francs CFA est appliquée sur la vente des œufs, petits, moyens ou gros, dans les espaces marchands. De façon générale, c'est l'incompréhension chez les clients et autres consommateurs de ce produit agricole. Les prix ont flambé, on ne comprend plus rien là. Subitement, à plus de 2000 francs la palette d'œufs, l'alvéole d'œufs coûte plus de 2000 francs, on ne comprend rien. Comme le prix était bien, on vendait à 100 francs, 125. Maintenant, nous sommes obligés de vendre ça à 150 francs pour bénéficier quelque chose. De sous aviser, la restriction des mouvements des personnes et des biens liés à la lutte contre le Covid-19 a limité les importations des pondeuses. Celles arrivées récemment n'ont pas encore 6 mois, la période nécessaire au couvage. Ce grossiste pense que le défaut de subvention de ce secteur sensible en période de crise handicape la production. Il faut subventionner les éleveurs, il faut les aider. Parce qu'il y a les bâtiments sans poulet qui sont là à l'ouest, dans des zones d'élevage, même dans les zones périphériques de Yaoundé. Il y a des éleveurs là-bas qui n'ont pas des œufs, mais il y a les bâtiments. Le retour à la normale n'est pas espéré avant janvier prochain. En attendant, les consommateurs redoutent les risques de pénurie et de spéculation à l'approche des fêtes de fin d'année, période de forte demande. Rendons-nous à présent à l'étranger, en Côte d'Ivoire, où Alassane Dramane Ouattara a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 94% de suffrages. Le candidat du RHDP a fait une véritable razzia selon les chiffres de la commission électorale indépendante que je vous propose d'écouter. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813. Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrage exprimé, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif.
et le domicile d'Henri Konan Bédié, désigné par l'opposition ivoirienne comme président du gouvernement de transition, pris d'assaut par les forces de l'ordre au moment où une déclaration devait être lue. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux, Emmanuel Diop et Gizogo. C'est une séquence très mouvementée qui vient de se dérouler ici à Abidjan à mi-journée au domicile d'Henri Konan Bédié, l'ex-président ivoirien. Domicile dont nous avons été éloignés suite à une intervention de la police. Oui. Je vais empêcher la conférence de presse. En effet, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont voulu interdire la manifestation de l'opposition qui consistait en une déclaration suite à la mise sur pied d'un gouvernement de transition, mais surtout aussi suite aux violences qui sont intervenues à Abidjan, notamment autour du domicile de Konan Henri Bédié et des autres leaders de l'opposition, dont Pascal Afinguessan du FPI, Assoa Adou du FPI également et Albert Mabri Tokeus. Des tirs ont effectivement été entendus aux environs de 22 h hier, aux alentours des domiciles de ces différentes personnalités. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les partisans de Konan Henri Bédié ont dressé des barricades à l'arrivée de la police et il a fallu de longues minutes de pourparlers par la suite pour que des échanges de tirs n'interviennent pas. C'est après un retour à la calmie que Maurice Kakou Gikawe, le secrétaire exécutif du PDCI, a pu enfin délivrer la déclaration de la plateforme de l'opposition qui rappelle les attaques intervenues autour des domiciles de ses leaders. C'est avec une grande déception que nous avons vécu dans la nuit du lundi 2 novembre 2020, aux alentours de 22 h 20, une attaque à l'arme lourde contre la résidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, président du Conseil national de transition. Dans le même temps, il a été signalé que les résidents des leaders de l'opposition, Pascal Afinguessan, Albert Mabri Tokeus et Assoa Adou, ont également fait l'objet d'attaques à l'arme lourde. Ces attaques armées nocturnes, injustifiées, incomprises et perpétrées par des éléments à bord de véhicules de nos forces régulières témoignent d'un grave recul de notre démocratie et d'une atteinte inacceptable aux droits et aux libertés individuelles. Maurice Kakou Gikawe rappelle également que Henri Konan Bédié entend mener sa mission avec détermination et appelle également à la mobilisation des populations à travers des manifestations. Le président Henri Konan Bédié reste déterminé et engagé à conduire avec bonheur et succès la mission de salut public en qualité de président du Conseil national de transition que vient de lui confier l'ensemble des présidents des plateformes des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Chers compatriotes, son Excellence Henri Konan Bédié, président du Conseil national de transition, vous exhorte à demeurer mobilisé et à manifester publiquement pour vaincre toute tentative d'empêchement. Désormais, le domicile du président Henri Bédié est inaccessible. Il est encerclé par les forces de l'ordre, notamment la police qui empêche et les véhicules et les piétons d'avoir accès à ce quartier résidentiel d'Abidjan à Cocody. Merci. Sur un tout autre plan, dans une dimension beaucoup plus apaisée, le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin Kakabe a lui également fait une sortie dans laquelle il appelle à l'organisation dans de très brefs délais d'une conférence nationale de réconciliation. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans les meilleurs délais une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C'est selon moi le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côtes d'Ivoire s'affronter dans un cruel face-à-face.
Peut-être c'est autour de ces appels à la calmie et à la pondération qu'il faut désormais espérer pour la Côte d'Ivoire, après la réélection d'Alassane Dramane Ouattara comme président de la République au premier tour de ce scrutin avec 94% de suffrages. Depuis Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Élection présidentielle américaine, qui de Joe Biden et Donald Trump sera le prochain président des États-Unis? Depuis ce matin, des millions d'électeurs américains votent pour élire le prochain locataire de la Maison-Blanche. Les résultats de ce scrutin départageront les deux candidats les prochaines heures. Et un public reportage dans ce journal, Orange Cameroun vole au secours des sinistrés de Ngouaché. Elle a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé et un forage sur le site du drame. Reportage. La catastrophe de Ngouaché, survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 et qui avait mis la ville de Bafoussam sous les feux de projecteurs, avait plongé de nombreuses familles dans la précarité, la promiscuité, rendant celles-ci vulnérables. Pour leur donner du sourire et un espoir de vivre dans une société où l'accès aux soins est un droit fondamental, la Fondation Orange Cameroun s'est mobilisée dans un élan de cœur pour sortir des terres un centre de santé intégré et un forage dédié aux sinistrés de Ngouaché. Elle a procédé le vendredi 30 octobre 2020 sur le nouveau site qui leur a été attribué par le gouvernement camerounais à la pose de la première pierre de ces deux ouvrages. La Fondation Orange a pour mission, une de ses missions, de venir en aide aux populations en détresse, aux populations en difficulté. C'est bel et bien le cas des populations qui ont été affectées par le sinistre du 28 au 29 octobre 2019, l'éboulement des terrains, qui a coûté des pertes en vie humaine, des biens matériels, etc. Ces populations ont besoin, n'est-ce pas, de recommencer à zéro. Le gouvernement les a alloué un site ici où nous trouvons actuellement. Et il est question maintenant qu'ils aient accès aux soins de santé de qualité dont ils auront besoin à l'avenir. Donc nous avons posé aujourd'hui la première pierre, la construction d'un centre de santé intégré et d'un forage qui permettra à ces populations recasées à avoir accès aux meilleurs soins. Le gouverneur de la région de l'Ouest qui présidait cette cérémonie a salué cet élan de générosité qui a toujours caractérisé cette entreprise citoyenne. Mes remerciements envers Orange Cameroun pour ces gestes. Ils avaient promis, et voilà aujourd'hui ils sont en train de réaliser à travers ces postes de première pierre. Je crois que les sinistrés en ont besoin. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du gouvernement notre remerciement envers cette société pour cette que nous connaissons étant une entreprise citoyenne, pour cette solidarité envers les victimes de Ngouaché. Les heureux bénéficiaires ne cachent pas leurs émotions. Ce que Orange nous a offert ici, ça nous anime tellement que on ne sait quoi dire. Pour aller dans notre centre de santé de Bamou, il va falloir que nous parcourions au moins 12 km sans compter ceux qui sortent loin de l'aéroport afin que de se rendre au centre de santé intégré de Bafoussam 3. Non seulement il nous a raccourci la tâche, mais je pense quand même qu'il va nous délivrer un peu de nos malheurs que nous on en souffrait tellement. Vraiment, nous on dit grand merci à Orange, surtout dans ce quartier même. Nous sommes trop ravis, très très ravis par le geste que Orange Cameroun a pu faire pour les sinistrés et pour nous-mêmes les autochtones de l'Attique. Vraiment, nous sommes très fiers et nous disons merci. Que Dieu les aide et qu'ils continuent de l'avant. Durée des travaux, 4 mois pour un coût d'environ 40 millions de francs CFA. La Fondation Orange Cameroun n'est pas son premier geste de générosité dans la région du Soleil couchant. Elle a déjà construit un village orange, un centre de santé, des forages, une école, 2 maisons digitales et bien d'autres. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Présidentielle ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara élu dès le premier tour avec 94% de voix.
Vous l'avez dit, Serge Alain Autou, ce n'était pas une surprise pour les millions d'Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara, vous l'avez dit, il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier avec 94% de suffrages. Le candidat du RHDP a enregistré ce score fleuve face à ses adversaires qui ont boycotté l'élection. Ces derniers étaient plutôt engagés sur le chantier de former un gouvernement de transition qui sera dirigé par l'ancien chef d'État Henri Konan Bédié. Et vous l'avez suivi dans le reportage de nos envoyés spéciaux, le domicile d'Henri Konan Bédié qui est encerclé par les forces de maintien de l'ordre depuis hier. De retour à Kumba, une semaine après, le ministre Paul Atangandji fait une promesse aux commanditaires et auteurs du massacre de Kumba. D'un ton ferme, le ministre de l'administration territoriale a demandé ou a déclaré que les auteurs de ce crime odieux seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Le ministre de l'administration territoriale s'est également incliné sur la mémoire de ces 7 écoliers froidement assassinés à la Moda Francesca School de Kumba. Serge Alodou. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.